Bonjour Jean-Edouard, j'espère que tu as ton bac parce qu'aujourd'hui j'ai envie de me détendre et de parler d'un sujet un peu plus poussé, les espaces vectoriels. On va poser un truc tout de suite, si t'es venu en espérant que ton savoir sur les vecteurs t'aiderait, mais... Dans cette vidéo, on ne va pas voir le rapport avec les vecteurs. Les espaces vectoriels donc, il y a deux façons d'aborder ce que c'est, du moins j'en vois deux. La version ensembliste et la version géométrique. La première est plus théorique, la deuxième est simplement horrible à mon goût. De plus, si tu es en post-bac et que tu regardes cette vidéo, soit les maths c'est un truc très important et il vaut mieux que tu vois la version ensembliste, soit les maths c'est un truc pas important, donc les détails ça t'intéresse pas, donc il vaut mieux que tu vois la version ensembliste. En maths, on aime bien les ensembles. Ça regroupe des trucs, ça permet de traiter tous les éléments d'un coup, comme par exemple quand on travaille dans R, ce genre de choses. Et des fois on se dit, mais les éléments de cet ensemble ont tous une propriété commune, et du coup, on est content. Et parfois on se dit, mais quand les éléments font des trucs entre eux, ça a aussi une certaine propriété, et là on est encore plus content. Ce sont donc des gens très heureux qui ont créé les espaces vectoriels. Pour faire simple, un jour, quelqu'un a regardé les fonctions de R dans R et a remarqué que quand on additionne deux fonctions, ça fait encore une fonction. Et quand on multiplie une fonction par un nombre, genre 3, ou bien 57,49, mais je préfère 3, ça donne encore une fonction. Et si cette personne avait écouté en cours, elle aurait su que c'est normal, l'ensemble des fonctions est un espace vectoriel. Si vous avez un ensemble de trucs, peu importe ce que c'est, des nombres, des fonctions, des Pokémon, des racines de rhubarbe, il faut respecter les conditions suivantes pour être un espace vectoriel. Avoir une loi de composition interne qui est commutative, associative, possède un élément neutre et tel que tout élément de l'ensemble possède un opposé. Ajouter à cela une loi de composition externe qui est distributive à gauche et à droite, associative et qui possède un élément neutre. Un truc que Wikipédia résume super bien avec ça. Bon, ok, c'est un peu naze, mais expliquons. Car il y a beaucoup de trucs, mais chacune de ces choses est assez simple quand on les regarde seul. Et les maths à haut niveau, c'est souvent simple. Plein de conditions simples à vérifier pour avoir une propriété. Et une fois qu'on a ça, notre vie sera simplifiée. Pour éclaircir la chose, je vais dire que l'ensemble dans lequel on travaille s'appelle E. La loi de composition interne signifie juste que l'on peut faire des opérations entre les éléments d'un même ensemble. Par exemple, l'addition est une loi de composition interne dans R. Car si je prends deux éléments de R, peu importe lesquels, je peux les additionner et ça me donne un résultat qui reste dans R. Pareil, si je prends deux fonctions f et g quelconques, on peut imaginer les additionner, ça nous donne la fonction h. Pour calculer h de x, on additionne simplement f de x et g de x à chaque fois. Bien souvent, on appelle ça une addition, la loi de composition interne, justement en référence au fait que c'est la première qu'on apprend quand on est tout petit et que tout le monde voit ce que c'est. Et si tu connais pas l'addition, les espaces vectoriels ça devrait vraiment pas être ton premier souci. Donc on a notre loi de composition interne, qu'on abrège LCI, qu'elle soit commutative, ça veut dire que f plus g c'est la même chose que g plus f. Comme pour l'addition classique, 3 plus 1 c'est pareil que 1 plus 3, ça fait 4. Associatif, ça veut dire qu'on s'en fiche de l'ordre dans lequel on fait les opérations. Dans 5 plus 7 plus 2, on peut faire en premier 5 plus 7 et on ajoute 2, ou bien 7 plus 2 et on ajoute 5. On s'en fiche, le résultat sera toujours... 14, oui, il y en a qui suivent. Un élément neutre, c'est un élément qui doit être dans notre ensemble et qui est tel que quand on le compose avec n'importe quoi d'autre, il ne change pas le résultat. L'exemple classique c'est 0, dans R c'est lui l'élément neutre, car quand vous faites 5 plus 0, ça fait toujours 5, 18 plus 0, ça fait toujours 18. Composer avec 0 ne change rien. Pour les fonctions, l'élément neutre c'est la fonction nulle, celle qui prend n'importe quel nombre et qui le transforme en 0. Tout élément de l'ensemble possède un opposé. Autrement dit, si vous avez un élément, il faut obligatoirement que vous puissiez trouver un truc par lequel le composer pour obtenir l'élément neutre. Par exemple, l'opposé de 78,2 c'est moins 78,2, car quand on additionne les deux, ça donne 0, l'élément neutre. Pour une fonction f, son opposé c'est juste moins f, autrement dit la fonction qui prend un nombre x, lui applique f de x et qui met un moins devant ce résultat. F moins f donne la fonction nulle, l'élément neutre de notre ensemble. Je détaille pas trop mais vous pouvez vérifier que la fonction f moins f, quand vous mettez n'importe quel nombre x, ça va bien donner 0. Voilà pour la LCI, et quand on refera la vidéo sur les groupes, on reparlera de ça. Mais il faut aussi une loi de composition externe, une LCE. On va voir ce que c'est. À savoir que cette LCE ne peut pas exister si on n'a pas fait les vérifications précédentes sur la LCI, c'est pour ça que j'en ai parlé en premier. C'est quoi une LCE? Alors déjà, il nous faut rajouter un ensemble en plus de celui qu'on avait au départ, d'où le nom d'externe en fait. On prend un ensemble extérieur à celui qu'on étudie. Cet ensemble doit être un corps. On verra ce que ça veut dire une autre fois, mais basiquement, R c'est un corps. Bien souvent, on utilisera R. Oui, notre ensemble de départ, ça peut être R, et notre ensemble extérieur, ça peut être R aussi. C'est ça la magie des maths, on a une infinité de R, donc on peut faire appel à autant de copies qu'on veut. Et pour avoir notre loi de composition, en fait, il faut qu'on puisse effectuer une opération entre ce corps, R, et les éléments de notre ensemble. Par exemple, si je reviens avec l'ensemble des fonctions, j'ai le droit de multiplier une fonction par un réel. 2 fois une fonction f, y a pas de souci, 5,2 fois f aussi, pi fois f, moins 12 000 fois f, etc. On prend juste tous les résultats de la fonction f et on les multiplie par leur réel voulu. Et justement, par défaut, cette loi de composition externe, on l'appellera multiplication. Parce que même LCE c'est trop long pour les gens qui font des maths. Mais multiplication, c'est plus long. Et cette multiplication doit avoir des règles qu'elle respecte. Je vais rester sur les fonctions pour l'instant, mais remplacer les fonctions
fonction par derrière elle et ça marche tout pareil. Être distributif à gauche, ça veut dire que si on a cette configuration avec une fonction f plus une fonction g, le tout multiplié par un nombre lambda à gauche, on peut distribuer le nombre et obtenir ceci. Ceux qui ont fait du calcul littéral se souviennent du principe de distributivité. Félicitations, vous avez fait une LCE sans le savoir. Basiquement, le début des maths post-bac c'est poser un nom sur tout ce qu'on a fait jusqu'ici. Et être distributif à droite, ça veut dire que si cette fois-ci la parenthèse elle est à gauche de notre multiplication, eh ben on peut quand même distribuer sans aucun souci. Associatif, presque comme pour l'addition, ça veut dire que si on a deux nombres lambda et nu et une fonction f, alors lambda fois nu puis fois f, c'est la même chose que faire nu fois f, puis lambda fois ça à gauche. Et un élément neutre, ça veut dire qu'on a un truc pour multiplier qui change pas le résultat. Oui, on appelle ça 1. 1 fois f, ça fait f. Félicitations, nous avons désormais tout ce qu'il nous faut pour proclamer notre ensemble espace vectoriel. Bon, rapidement, c'est quoi l'intérêt? Eh bien, le but, c'est de se dire, ok, on a prouvé que l'ensemble des fonctions est un espace vectoriel, donc toutes ces propriétés dont on a parlé, je sais que je peux les appliquer sans me demander si j'ai le droit ou non, vu que j'ai prouvé que j'avais le droit. Comme ça, c'est fait, c'est plus à faire. Et on s'intéresse à cette structure, car malgré tout ce qu'on a dit, ça reste des conditions assez faibles, assez courantes. Donc on peut les appliquer à beaucoup d'ensembles qu'on connaît. Et il s'avère qu'avec ces simples conditions, on peut décliner énormément de propriétés de théorèmes. Cette vidéo était plus longue que d'ordinaire, mais c'est car il n'y a pas beaucoup à la vulgariser quand on rentre à ce niveau. Enfin, si, mais à ce stade je préfère éviter les approximations hasardeuses. On verra dans une prochaine vidéo comment ça se présente plus simplement. En attendant, si tu as regardé une vidéo Bac+, c'est sûrement que tu as des trucs à réviser, donc m'attends pas.